Dans l'actualité de ce soir, l'audience de l'affaire Charbon Fin est officiellement close ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Le gouvernement burkinabé est parvenu à un accord transactionnel de 9 milliards de francs CFA avec la principale prévenue dans ce dossier, la société minière Ayam Gold Essakane SA. On en parle. Et puis un chrétien catholique s'interroge, c'est le 4e joyau littéraire de l'intellectuel et homme politique burkinabé Laurent Gbagbo. Un livre de 100 pages qui vient casser les codes, briser les tabous en mettant en avant les crises qui ont secoué l'église catholique romaine et les problématiques contemporaines. Le résumé de ce livre à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Nous débutons par cette actualité. Résolution à l'amiable entre l'État burkinabé et les prévenus du procès dit Charbon Fin. Le tribunal de grande instance de Ouaga 1 a déclaré clos ce procès ce matin. La synthèse avec Sidiki Kabré et Nafissatou Komi. C'est la fin d'un long épisode de 5 ans. Le procès dit Charbon Fin est clos. À l'entame de l'audience du jour, le collectif des avocats de la défense annonce avoir procédé à un règlement transactionnel de cette affaire. Le collectif de la défense a donc invité le tribunal à tirer toutes les conséquences de droit de cette transaction en déclarant l'action publique éteinte. Même son de cloche pour maître André Ouedraogo, avocat de l'État burkinabé. À l'issue de cela, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déclare que l'action publique est éteinte pour réussite de transaction. Une issue favorable selon Essakane, qui estime qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant dans cette affaire. Peu après, Maître Bobson Koulibaly, avocat de la défense de la société minière Ayam Gold Essakane SA, estime que c'est l'intérêt supérieur de la nation burkinabé qui prime. Toutefois, l'affaire close, le tribunal a ordonné la restitution de l'entièreté de la cargaison, composée de 32 conteneurs, objets et cantines saisis dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les échantillons prélevés et produits issus de l'expertise judiciaire au profit de l'État burkinabé. Cela s'ajoute aux 9 milliards que Essakane verse à l'État. Pour rappel, une expédition de charbon fin de la société minière Ayam Gold Essakane SA a fait l'objet d'une saisie par la Brigade nationale antifraude de l'or de Bobo Dioulasso le 30 décembre 2018. Conduit devant le tribunal de grande instance Ouaga 1, la société minière sera poursuivie pour des faits de fraude en matière de commercialisation de l'or et autres substances précieuses, faux et usage de faux en écriture privée de commerce, blanchiment de capitaux et complicité d'exploitation de déchets dangereux. Relativement à cette affaire, la société Bolloré Transport et Logistique, transporteur, a été également poursuivie pour fraude en matière de commercialisation de l'or, de faux et usage de faux en écriture privée et de commerce. Au total, 14 personnes, dont 12 personnes physiques, ont été poursuivies par l'État burkinabé et le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Révélation concernant 500 fonctionnaires rémunérés illégalement et renouvellement du guide de maturation des projets sont des dossiers que le Conseil des ministres a examinés et traités hier. La synthèse avec Abdoulaye Kinda. Le Conseil des ministres de ce mercredi révèle que plus de 500 agents de la fonction publique perçoivent illégalement des salaires. Le Conseil a instruit les ministres concernés par ce dossier à travailler à corriger ces irrégularités. Il s'agit de l'opération de contrôle de services faits, de présence et également des éléments de rémunération des agents de l'État. C'est la deuxième phase. Cette fois-ci, il s'agit des agents publics de l'AGSP, qui est l'Agence nationale des soins de santé primaire. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le contrôle s'est bien passé. Et il est ressorti donc du contrôle qu'il y a plus de 500 agents émergents à l'AGSP qui sont
soit en situation irrégulière, soit des agents qui, qui perçoivent des rémunérations fictives, ou même des agents qui font l'objet donc de double mandatement. Donc le Conseil a donné des orientations claires pour que toutes les irrégularités relevées soient corrigées et que toutes les personnes qui ont été donc impliquées de façon directe ou indirecte dans ces irrégularités-là puissent être sanctionnées à la hauteur. Et on va d'ailleurs aller plus loin en passant à une opération de contrôle des présences effectives. Ça sera conduit par le ministère de la fonction publique. Et il est important que dans toutes les structures, les premiers responsables s'assurent que tous ceux qui sont sous leur coupe, qui émargent le budget de l'État, sont effectivement à leur poste et travaillent. Sinon, à l'issue du contrôle, nous allons donc faire le point et identifier tous les agents qui ne sont pas là et qui continuent de percevoir les salaires. Ils seront sanctionnés, mais pas seulement eux, leurs premiers responsables aussi, qui sont censés assurer le contrôle de leur présence, seront également sanctionnés. Donc, c'est un avertissement pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Un autre dossier examiné porte sur le guide de maturation des projets. Ce guide date de 2018 et nécessite un renouvellement pour l'adapter aux besoins du moment. Les guides de maturation des projets que nous avons en vigueur datent de 2018, donc cela fait plus de 5 ans. Et il est important que dans ce genre de situation, qu'on puisse s'arrêter pour regarder est-ce que les guides tels qu'il est prévu depuis 2018 répond aux priorités du moment, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc c'est ce travail qui a été fait à travers donc, une étude qui a montré effectivement que les guides en vigueur présentent quelques limites. Et donc la nouvelle version du guide prend en compte ces limites pour apporter donc des améliorations au guide de maturation des projets. L'innovation majeure, c'est effectivement le fait que dès l'élaboration de la fiche de projet, il faut passer au Conseil des ministres pour que le Conseil puisse examiner, également donner des orientations par rapport bien sûr aux priorités du moment. Parce qu'il est important de noter que les projets et programmes sont réalisés en lien avec le plan d'action de stabilisation et de développement qui constitue aujourd'hui le référentiel en matière de développement. Donc c'est toujours important que nous puissions nous assurer que les projets et programmes qui sont financés par l'État ou avec l'accompagnement des partenaires puissent véritablement répondre aux aspirations du moment. Ainsi donc, l'absentéisme sera combattu dans l'administration publique burkinabé. Une cérémonie de remise officielle des 25 000 tonnes de blé offertes par la Russie est prévue demain vendredi à Ouagadougou. L'ambassadeur russe Alexei Saltykov l'a annoncé à l'issue d'une audience avec le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré. La promesse avait été faite en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg lors du sommet Russie-Afrique. Et puis, dans un communiqué, le mouvement Sens Servir et non se servir interpelle les autorités de la transition sur l'enlèvement de son coordinateur national, Maître Guy Hervé Kam, dans la nuit du mercredi à jeudi à l'aéroport international de Ouagadougou. Le mouvement Sens dit tenir les autorités de la transition responsables de cette situation et les exhorte à relâcher Maître Kam ainsi que tous les civils et non-civils enlevés en dehors de toute procédure judiciaire. Peu après cette déclaration du mouvement Sens, le mouvement Le Balai Citoyen a aussi produit une déclaration pour dénoncer cette situation. Tout autre sujet pour poursuivre ce savant soir. Le professeur Laurent Bado interpelle l'Église catholique dans son nouvel ouvrage intitulé Un chrétien catholique s'interroge. Dans ce livre de 100 pages, Laurent Bado se pose des questions sur les étranges mutations intervenues dans l'Église catholique. Issa Oumaratier a lu le 4e ouvrage du professeur Laurent Bado. Voici son récit. Le chrétien catholique Laurent Bado s'interroge et fait des révélations dans son livre de 100 pages intitulé « Un chrétien catholique s'interroge ». Dès les premières pages, l'auteur fait savoir qu'en 20 siècles, l'Église catholique n'a pas réussi à changer le cœur de l'homme. Elle a fait des baptisés et non des chrétiens et qu'il abandonne aujourd'hui en masse. L'Église, dit-il, ne fait que s'enfoncer dans le modernisme avec pour conséquence le recul ou l'absence de la foi, plus particulièrement en Europe, la montée en puissance des sectes, la ruine de la tradition,
la pédophilie et l'homosexualité au sein du clergé, le racisme à l'intérieur même du Vatican et la désacralisation à outrance de la liturgie. Plus loin, Laurent explique que la crise au sein de l'Église catholique a été prédite et tire son origine de l'invasion de la religion par le libéralisme qui a triomphé par la suite au Concile Vatican II. Pourtant, poursuit-il, Jésus et ses apôtres avaient mis en garde. Dans son argumentation, l'ancien pensionnaire du petit séminaire de Koudougou évoque le témoignage d'un ancien prêtre excommunié et converti à la Révolution. Le prêtre disait, et je le cite, « La nouvelle église qui probablement ne pourra plus rien garder de l'enseignement et de la forme primitive de l'ancienne église recevra néanmoins la bénédiction et la juridiction canonique de Rome. Le culte divin tel que la liturgie, le cérémonial, le rituel, telles que les prescriptions de l'Église romaine, les règles, subira une transformation à la suite d'un concile œcuménique qui lui rendra la simplicité respectable de l'âge d'or apostolique en accord avec l'état nouveau de la conscience et de la civilisation moderne. » Fin de citation. Parlant de la Révolution française de 1789, Laurent Bado souligne que cette révolution s'est employée à nier Dieu, à défier l'homme et à mettre la société entière au service de l'individu. Depuis lors, une lutte frontale s'est engagée contre l'Église catholique, ajoute-t-il. Une loi de juillet 1790 avait établi une constitution civile du clergé en France, c'est-à-dire une Église nationale aux ordres du pouvoir sans consulter le pape. Après cette précision, le professeur Laurent Bado s'attaque frontalement au Concile Vatican II qui, selon lui, est la source de tous les malheurs de l'Église catholique. Le latin, défendu, dit-il, par des personnalités comme Saint François de Sales et Joseph de Maistre, comme un langage universel aux catholiques comme l'arabe aux musulmans, a été tout simplement réduit au silence à partir du Concile Vatican II. Mais pour l'auteur, tout peuple ayant une langue, le peuple catholique doit avoir sa langue de communication avec Dieu, réalisant ainsi son unité dans sa diversité. Pourquoi les musulmans ont retenu l'arabe classique comme langue de prière? Pourquoi le sorcier du village, au sommet de son rite, emprunte un langage ésotérique au moment de sacrifier le poulet? S'interroge le catholique Laurent Bado. Avec la langue vulgaire, ajoute-t-il, l'Église catholique est en train de s'enfoncer dans les siècles païens. Les vertus cardinales qui sont la prière, la chasteté et le détachement des biens de la terre sont devenues obsolètes aux yeux du nouveau prêtre, précise Bado à la page 54. Évoquant la prière individuelle et la prière collective, l'homme attaché à Dieu d'une part et à la tradition d'autre part, estime que le catholique africain en particulier imprime à ses prières des virages imprévus. Par exemple, la prière de louange finit par élever la Sainte Vierge au rang de déesse. Avec cette formule, poursuit-il, la Vierge Marie n'est plus honorée, vénérée, mais plutôt adorée. La prière de demande se transforme parfois en une exigence, une revendication individuelle ou communautaire. Selon Laurent Bado, il faut demander à Dieu ce dont nous avons besoin et non pas ce que nous voulons. La quête est notre sujet abordé dans l'ouvrage. Pour aborder la question, l'auteur fait savoir que les prêtres se croient obligés de vivre comme des hauts fonctionnaires et pour répondre à leurs besoins, ces derniers, selon ses propres expressions, arnaquent d'une manière éhontée leurs fidèles. Exemple à l'appui. Dans bon nombre de paroisses, il est organisé souvent 2 quêtes successives, ce qui rallonge d'ailleurs la messe. Dans ce genre de paroisse, les différents quartiers sont invités à offrir les offrandes. Conséquence, quand les fidèles n'ont rien en poche, ils n'iront pas à l'église. Le mariage religieux, voilà un autre sujet qui visiblement irrite Laurent Bado. Il pense que les prêtres semblent oublier l'importance d'une célébration de mariage à l'église. Pour lui, l'église s'est très vite transformée en une salle de danse et un théâtre. Pour le paraphraser, ça rigole, ça crie, ça applaudit, ça danse, ça fait du n'importe quoi sauf se recueillir devant Dieu. Le chrétien catholique s'interroge, n'a pas fait table rase sur les obsèques religieux. Pour lui, il n'est pas normal qu'une semaine après l'enterrement, une prière présidée par le catéchiste soit organisée au domicile du défunt. C'est un pillage de la famille endeuillée, étant donné qu'elle se croit obligée d'offrir au public de quoi manger et boire après la prière. Le professeur Laurent Bado appelle pour conclure l'Église catholique à se ressaisir, qu'elle cherche à adapter l'homme et sa culture au christianisme et non le contraire. Sinon, alerte-t-il, le féminisme est le dernier piège fatal dans lequel tombera l'Église sans plus pouvoir se relever facilement.
Et puis, l'Afrique noire et la mondialisation est le titre de l'essai philosophique de André Savadogo, chercheur indépendant et consultant en politique publique de développement. Une œuvre de 167 pages dépeint une crise de l'identité africaine. L'ouvrage a été dédicacé ce matin à Ouagadougou. Les précisions de Germaine Farama. L'œuvre L'Afrique noire et la mondialisation de André Savadogo pose le problème de l'identité. Dans cette esquisse d'une philosophie de la culture et du développement, l'auteur dans ses réflexions qualifie la crise africaine de crise culturelle et identitaire. Le terrorisme n'est pas une crise comme on l'entend de manière habituelle. Non, c'est une crise de culture. Et toute culture a ses moyens d'exister. Et pour exister, on doit nécessairement se développer. Et le développement, c'est un progrès de A à B, de soi à soi-même. Ce n'est pas une transformation, ce n'est pas une acculturation. On prend quelque chose qui est exogène, on ajoute à ce qui est endogène. Il faut que cela soit clair. Et notre éducation doit justement être articulée dans ce. La culture comme l'identité est dynamique par nature. Il n'y a pas une culture figée. Voilà pourquoi dans l'œuvre, j'ai été clair. L'Europe n'a toujours pas été moderne et l'Afrique ne sera pas toujours traditionnelle. C'est-à-dire, on s'inspire du passé, de l'ancestralité, sans se laisser renfermer. Que la culture s'articule entre tradition et modernité. Bien sûr, l'exogène ne doit pas nous dominer, au point qu'on soit dans une sorte d'acculturation ou de déculturation, non. Mais c'est une symbiose intelligente, féconde et riche. Pour la construction de l'identité africaine, l'écrivain André Savadogo nous ramène aux perspectives déjà proposées par le professeur Joseph Kizerbo, c'est-à-dire la reconstruction de l'histoire, l'intégration des peuples, l'éducation africaine et le développement endogène. Le philosophe André Savadogo explique plus loin cette interdépendance qui se pose entre le développement et la culture. Il n'y a jamais de développement dans une culture en crise, ça n'a jamais existé. Nous sommes en situation d'insécurité, en temps de terrorisme, simplement parce que nous avons une crise de culture et une crise de développement. Il faut que cela soit clair. On ne peut pas justement penser, être dans des paradigmes exogènes et vouloir se développer. Ce qui est assez clair. Ce n'est pas pour rien que le développement n'arrive pas, parce que justement, le développement est calqué sur les valeurs exogènes. L'œuvre L'Afrique noire et la mondialisation, ce deuxième livre de l'auteur, s'inspire des écrits des intellectuels burkinabés et nigériens, Joseph Kizerbo et Jean-Pierre Omokotié. Ce livre est apprécié par le ministère en charge de la culture, représenté à la cérémonie de dédicace. Il ambitionne collaborer avec l'auteur pour obtenir sa contribution à la réalisation de la vision du gouvernement. Et nous terminons par le programme des oppositions pour la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les derniers matchs des phases de poule de la CAN 2023 se sont achevés hier. La phase de poule constituée de 36 matchs a livré beaucoup de surprises. Au total, 89 buts ont été marqués. Le programme des oppositions pour la 8e de finale se présente comme suit. Le samedi 27 janvier, début des 8e de finale avec l'opposition de l'Angola face à la Namibie à 17h, suivi du Nigeria face au Cameroun à 20h. Le 28 janvier, la Guinée équatoriale affrontera la Guinée de Sékou Touré à 17h et l'Égypte contre la RD Congo à 20h. Le 29 janvier, le Cap-Vert et la Mauritanie joueront pour une place en quart de finale à 17h également. Par la suite, c'est la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui sera opposé au Sénégal à 20h. Les 8e de finale se termineront avec les oppositions du Mali face au Burkina Faso et du Maroc face à l'Afrique du Sud le 30 janvier 2024. Ainsi se referme ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savant TV. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant, pour d'autres actualités. Bonsoir.